Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, notre pays, la République démocratique du Congo, a eu la chance de vivre une semaine merveilleuse. Tous les Congolais étaient heureux de voir son équipe nationale se qualifier pour la première fois depuis plus de 50 ans pour la phase finale de la Coupe du Monde. Pourtant, c'est au cours de cette même semaine qu'une partie de notre pays s'est vue endeuillée avec les attaques des EDF qui a fait plusieurs morts. Au cours toujours de cette semaine, en tout cas les 7 derniers jours, on a vu la fin de la 13e session de la conférence de gouverneurs à Bandundu. Tous les gouverneurs ont fait les bilans de leur gestion de province. Bilan insolite, diraient certains. On a vu certains gouverneurs compter parmi leurs bilans l'achat des chaises pour leur province. Étonnant, vous me direz. Pourtant, ça a été applaudi. On y revient ce soir avec mon invité. On parlera aussi de cette sortie médiatique de Paul Kagame qui pointe du doigt la présence de Kabila au sein du groupe M23. Kagame qui est acculé par les sanctions américaines. Est-ce qu'il va finalement fléchir? Quelle suite pour une sortie de crise en République démocratique du Congo? Ce soir, je suis heureux de retrouver un haut cadre du parti au pouvoir, l'UDPS. Ça fait très longtemps qu'on l'a reçu ici. On ne sait plus où il était passé. Monsieur Serge Galamouloumé, bonne arrivée. Merci, très heureux de me retrouver parmi le mien. Une grande maison que j'ai toujours appréciée, Mikuba. Et vous personnellement, un professionnel. Je pense que c'est une joie immense de vous retrouver et de nous retrouver. Nous étions dans beaucoup de choses parce que les devoirs nous le demandent. On est homme politique, on ne doit pas rester à un seul endroit. Vous n'avez pas été inquiété par les services de sécurité? C'est à la mode ces derniers temps. Oui, c'est normal. D'abord, c'est normal. Il faut applaudir ce qu'ils font parce que le pays passe des moments difficiles. Il faut que le citoyen se comporte de manière responsable. Moi, je ne serais pas inquiété. Je ne dis pas que je ne serais pas inquiété, définitivement. Je n'ai jamais été inquiété. Le fait que tout ce que je fais, je contrôle ce que je fais, je contrôle mes propos. Et s'il y a un souci, le jour où on m'interprétera, j'irai répondre, sans problème. Très bien. Heureux de vous retrouver donc ici. Et ça tombe bien, cette semaine, c'est une bonne semaine pour la RDC. Je le disais dans mon introduction. Pour la première fois depuis 52 ans, la RDC se qualifie pour la phase finale de la Coupe du Monde. C'était dans la nuit du 31 mars au 1er avril dernier. On a tous fêté, les opposants, la majorité, tout le monde a salué cet exploit de l'équipe nationale. Et même, on a été surpris de recevoir les félicitations de notre voisin belliqueux, le Rwanda, qui félicite la RDC pour cet exploit. Quel commentaire vous avez envie d'émettre d'entrée de jeu? D'abord, je dis grand merci et grandes félicitations à toute l'équipe, aux joueurs et au staff technique. J'ai dit grand merci au peuple congolais qui ont cru en cette équipe. Et j'ai dit personnellement grand merci au gouvernement et à la personne du chef de l'État qui a été tout le temps au stade quand il y avait match pour encourager cette équipe. Il avait cru en cette équipe jusqu'à mettre en place une proximité, c'est-à-dire un rapprochement avec ses joueurs comme ses enfants. Il les prenait dans ses bras, il croyait en l'entraîneur jusqu'à qualifier cet entraîneur du meilleur du monde. C'était une façon de l'encourager sur le plan moral et mental. Et je pense qu'aujourd'hui, le résultat est là. Le peuple, à un moment, a été choqué lors du match contre le Sénégal. J'étais personnellement au stade. C'était pas facile de s'élever et repartir à la maison. Parce qu'on voyait l'espoir sombrer, on voyait tout sombrer. Mais on a cassé le stade. Je me disais, mais c'est quoi? Je pouvais comprendre l'émotion, je pouvais comprendre la déception. Mais un homme est venu, il a dit, vous êtes fort, vous êtes le meilleur, croyez. Donnez à ce peuple la joie. Retournez-nous à la Coupe du Monde après plus de 50 ans. Chose faite aujourd'hui, j'ai dit bravo aux Congolais, bravo à tout le monde, qu'on soit de la majorité, qu'on soit du pouvoir. Les sports nous unit et on ne peut qu'encourager, soutenir ce qui peut nous unir, que rester dans ce qui nous divise. Est-ce que vous irez jusqu'à dire, comme le ministre de Sport, ministre national, qui a déclaré que cet exploit est l'exploit personnel du chef de l'État? Il peut exagérer dans sa déclaration, ce n'est pas aussi grave, hein, c'est un sentiment personnel, mais il est ministre, il pouvait quand même se réserver. Aujourd'hui, nous devons tenir des discours qui nous unissent.
Nous devons tenir des discours responsables. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord totalement. Je suis d'accord à moitié par le fait que le chef de l'État s'est impliqué personnellement. On a vu qu'il était dans le vestiaire, où il était avec le joueur, il leur parlait, il le prenait dans le bras comme je viens de le dire ici. En tout cas, il s'est engagé et surtout que de bêtises qu'on a toujours connues, cette fois-ci, on n'a pas connu ça. Les primes des joueurs, on n'en parlait pas comme avant. Hein, vous voyez que ça encourageait les binationaux à venir nombreux jouer pour l'équipe nationale. C'était aussi, quelque part, son implication, bouger au niveau du gouvernement, de donner les moyens colossaux qu'il faut pour que les choses marchent. Moi, je pense qu'il mérite d'être aussi remercié, le chef de l'État, tant que le premier sportif du pays. Les moyens colossaux donnés pour la qualification de l'équipe nationale, alors qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de besoins en moyens à travers le pays, des médecins qui sont impayés, notamment dans l'espace Kasaï, qui ont décrété une grève, des fonctionnaires payés avec large retard. Vous êtes satisfait de voir tous ces moyens investis dans le football? Il ne faut pas faire d'amalgame. Chaque ministère a son financement. Okay. Alors, on ne peut pas faire d'amalgame. Que celui qui est en charge de payer les fonctionnaires, paye les fonctionnaires. Ce n'est pas le sport qui paye les fonctionnaires. Mais ce n'est pas les ministres des fonctions publiques qui trouvent l'argent. Mais c'est ça que je dis. La caisse de l'État, elle est unique. Voilà, c'est-à-dire le ministre est là pourquoi? Pour revendiquer le droit de son secteur. Okay. Chaque ministre revendique le droit de son secteur. C'est la faute du ministre de la fonction publique. Je peux dire que c'est sa responsabilité. Je ne dis pas faute parce qu'il n'a qu'à justifier pourquoi les choses peut-être traînent. Mais moi, je ne dis pas qu'il est dans le faux parce que c'est un ministre qui est au four et moulin, qui travaille, qui fait un grand travail. Mais s'il y a des petits soucis, je pense que en rapport avec le ministère de Finances, peut-être il y avait des petits soucis, mais moi je pense que le sport n'a rien à voir avec ça. Il ne faut pas faire d'amalgame. Chaque ministère a son financement. Et si du côté du sport, on a fait un bon management pour avoir de l'argent suffisamment pour encourager cette équipe et donner ces résultats que nous venons d'avoir aujourd'hui, j'ai dit félicitations à ces ministères. On va voir si vous allez continuer à féliciter le ministre des Sports. Mais d'abord, je n'ai pas eu votre réaction par rapport aux félicitations du Rwanda. Oui, bon, je peux dire que c'est une diversion. C'est une diversion. Ils nous félicitent. Ils nous ont dit, je cite le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, le Rwanda a toujours eu le peuple rwandais a toujours eu un faible pour les léopards. À chaque fois que les léopards jouent, le peuple rwandais a toujours soutenu les léopards. Cette victoire des Congolais, c'est aussi une victoire pour le Rwanda. C'est une diversion parce que vous ne pouvez pas être penchant, vous ne pouvez pas soutenir une équipe nationale en tuant le peuple de cette équipe-là. C'est impossible. On ne peut pas se justifier. Vous n'acceptez pas les félicitations? Je n'accepte pas, c'est une diversion, je rejette ça catégoriquement et je suis très fâché quand j'ai entendu ça. Okay. Donc c'est pas possible. L'africanisme ou être africain, c'est pas aller tuer une population innocente et en même temps faire la diversion félicitant l'équipe nationale parce qu'il aurait gagné un match de football. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout à l'heure, vous félicitiez le ministre actuel du sport, M. Didier Boudimbu. Après la victoire, vous m'avez dit que vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'il ait attribué ses succès exclusivement et uniquement au chef de l'État, mais il a ajouté aussi qu'avec cette victoire, on va tout droit vers le troisième mandat. Il a dit Tina 3. Vous savez, nous sommes Congolais. Hein? Nous sommes Congolais. À un moment dans la politique, il y a ce qu'on appelle des tics ou des histoires qui arrivent. Hein? C'est juste pour haranguer la foule, faire plaisir. Mais en dehors du terrain de football, il a déjà commencé, pas que lui, hein, l'Union Sacrée. Oui, il a le droit. Campagne il a le droit. Un troisième il a le droit. Il a le droit. Et vous, à l'UDPS? Il a le droit. Vous, à l'UDPS, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que ces succès en football ouvrent un boulevard pour un troisième mandat de Oui, parce que le débat dans l'opinion publique aujourd'hui, c'est la Constitution. Il y a ceux qui pensent qu'on peut la réviser. Il y a ceux qui pensent qu'on peut la changer. Il y a ceux qui pensent qu'on ne doit pas la toucher. Or, nous tous, nous devons converger vers l'article 5. L'article 5 dit ceci. La souveraineté nationale revient au peuple. Point. Tout pouvoir vient de lui. C'est lui qui pense qu'on peut changer la Constitution. Il n'a qu'à collaborer avec l'article 5. Et s'il gagne en majorité, il passe.
Celui qui pense qu'on doit reviser, il doit collaborer avec l'article 5. S'il gagne en majorité, il fait passer. Celui qui pense qu'on ne doit pas toucher, il a le droit de consulter l'article 5, de collaborer avec les souverains pour bloquer Tshisekedi. C'est la démocratie qui gagne. Donc moi, je pense que tout Congolais a le droit de mettre son avis. Ceux qui pensent qu'on doit aller tout droit vers le changement des constitutions et ouvrir la voie à Tshisekedi pour le 3e mandat, ils n'ont pas péché parce que la constitution ne prévoit en aucun cas son non-changement. Ça ne prévoit pas clairement. Ça ne prévoit pas non plus son changement. Ah voilà, c'est pour vous dire que ne peut briser le mythe que les souverains primaires. Oui, mais alors, comment est-ce que... Attendez, comment est-ce qu'on consulte le peuple? Vous qui êtes au pouvoir, bien sûr que vous pouvez organiser le référendum, mais un opposant qui s'oppose au changement de la Constitution, comment il consulte le peuple? Il peut le consulter. En faisant nous sommes un exemple. En 2015, on n'était pas au pouvoir. Donc, ceux qui sont de l'opposition, vous êtes d'accord avec Katumbi qui a appelé cette semaine le peuple à appliquer l'article 64? L'article 64 n'a rien à voir. C'est la seule possibilité qu'a l'opposition. C'est la seule possibilité qu'a l'opposition. Non, pas la seule. Je vais les apprendre. D'impliquer Je vais les apprendre. Je suis un modèle dans ça. Je vais les apprendre. On vous écoute. En 2005, j'étais dans la rue. Je n'ai pas... 2005, il n'y avait pas cette constitution. Non, 2015. Je n'ai pas de 2015, excusez-moi. En 2015, j'étais dans la rue. Je n'ai pas appliqué l'article 64 de la manière que eux le comprennent. Okay. J'ai appliqué mon autorité tant que souverain. Je suis descendu dans la rue pour dire aux politiques, ne touchez pas à la Constitution. Je suis le souverain. Okay. Kengwandondo a dit... Nous avons entendu, la sagesse nous a poussé à entendre Larry et on arrête le projet de toucher à la Constitution. C'était fini. On n'a pas cassé, on n'a pas pris les armes pour ça. On a utilisé notre pouvoir tant que peuple. Katumbi n'appelle pas les gens à prendre les armes. Oui, s'il appelle les gens. L'article 64 est clair. Oui. L'article 64 donne le pouvoir et le devoir à la population ou à quiconque débarrer la route à quiconque veut se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution. Je réponds à la question de manière apaisée. Est-ce que le changement de la Constitution c'est pour se maintenir au pouvoir? Non. Les changements de Constitution ont des motivations qu'on va aujourd'hui démontrer. Chacun les dit à sa façon. Mais il y aura une organisation qui va statuer sur les cas pour montrer les failles et les raisons pour lesquelles le pouvoir qui a le droit... On s'est déjà penché sur les failles de cette Constitution. Oui, depuis la naissance de cette Constitution. Nous, ce n'est pas aujourd'hui. Raison pour laquelle on l'a rejetée en 2006 au référendum. Et vous l'avez protégée en 2015. Tout à fait normal. Vous la rejetez, il fallait faire avec. Protégée, maintenant vous voulez il fallait faire avec parce que notre projet était que dès qu'on arrive au pouvoir, nous allons changer. Il n'y a que vous qui avez le droit de mettre une constitution. Nous avons le droit. Okay. Nous ne sommes pas le seul, mais nous avons le droit constitutionnel. Personne ne peut nous en empêcher parce que nous sommes citoyens congolais. Écoutez ce raisonnement du gouverneur de la Mongala. C'était lors de la clôture de la 13e conférence des gouverneurs. Il dit ceci, que le président de la République doit d'abord changer de constitution, ensuite finir la guerre, et après, là, il pourra organiser les élections. Est-ce que c'est dans la même logique que vous? Oui, c'est dans la même logique. Nous sommes d'accord avec ça. On change d'abord les constitutions. On change la constitution. Pendant la guerre. Non. Ensuite, on finit la guerre. Je corrige. Et après, on organise les élections. Je corrige une chose. Nous sommes dans un engagement patriotique et responsable de finir la guerre. Okay. Nous finissons la guerre. Nous engageons le débat, parce que le débat est déjà là. Nous engageons le projet de changer des constitutions. Nous, on ne change pas la constitution. Nous faisons ce qu'on appelle le changement des constitutions et non changement de la constitution. Parce que le changement de la constitution ne serait pas la même chose. Okay. Changement de la constitution revient à la révision. Changement des constitutions, c'est supprimer l'existant, apporter du nouveau. Et nous voulons ça. Pourquoi? Parce que nous voulons une constitution conçue, réfléchie, décidé par le souverain primaire. C'est-à-dire toute personne qui sera dans cette équipe qui va travailler sur le cas doit avoir le mandat du peuple, contrairement à ce qui s'est passé. Nous voulons que ceux qui vont statuer sur les cas aient d'abord le mandat du peuple. Nous voulons que cette constitution nouvelle puisse tenir compte de nos réalités traditionnelles. Tout ce qui a sécurité organisationnelle. Ce n'est pas reconnu dans l'actuelle constitution. Non, ce n'est pas reconnu parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème très sérieux. Le jour où vous m'inviterez pour en parler clairement, je vais vous parler de 10 articles
qui pose problème. Et vous allez voir que sur le plan de fonctionnement, il y a un problème. Moi, tout ce que je demande aux Congolais, n'est pas haïr celui qui te dit que je vais changer. N'est pas non plus haïr celui qui te dit ne touchez pas. N'est pas non plus haïr celui qui te dit qu'il faut réviser. Mais retrouvez-vous dans un débat. Parlez. Ton argumentaire, c'est quoi? Mon argumentaire, c'est quoi? C'est ce qui est important. C'est ça un citoyen évolué. C'est ça une société des hommes et des femmes réfléchis. Ça ne devait pas être ça l'objet du dialogue? Ça peut être l'objet du dialogue, sur au moins le dialogue, aller dans le vrai sens des résoudre de vrais problèmes du Congo et non un dialogue qui veut nous imposer. Mais vous voulez changer de constitution pour résoudre les problèmes des Congolais? Oui. Alors exactement. Pourquoi ne pas inviter les Congolais autour d'une table pour que justement chacun donne son point de vue? Oui, nous inviterons tous les Congolais. Avant de vous mettre à changer la constitution. Parce qu'ici, les discours qui circulent, notamment chez vous à l'UDPS, c'est d'abord on change la constitution. Après, le calendrier du dialogue, on s'en fout totalement. Tout celui qui parle du dialogue à l'Union sacrée, il est mal vu. Non, attention. Nous ne refusons pas les dialogues. Nous sommes pour les dialogues et nous dialoguons d'ailleurs tout le jour. Comme on le fait là, nous sommes en train de dialoguer avec tous ceux qui nous suivent. Mais nous ne voulons pas un dialogue qui camoufle les choses, un dialogue qui veut dédouaner les responsables des crimes. Nous disons non, que tu sois congolais ou pas, tu es responsable des crimes, tu ne peux pas participer dans ce dialogue parce qu'il faut punir. Il faut punir, il faut décourager ces actes. Mais on ne peut pas accepter que dans un pays... C'est un préjugé Non, il n'y a pas de préjugés. Il n'y a pas de préjugés. Attendez. Si déjà dès le départ, vous dites tel n'a pas le droit de venir à ce dialogue, c'est un préjugé. Oui. Parce que par exemple, là tout de suite, est-ce que Moïse Katumbi a le droit de participer à ce dialogue? Moïse Katumbi n'a jamais touché aux armes. C'est une question, oui ou non? Oui, il doit participer. Il doit participer. Il est le bienvenu d'ailleurs. Attendez. Voilà. Est-ce que Kabila a le droit de participer à ce dialogue? Kabila n'a pas le droit, c'est un condamné. C'est un traître. Tous les condamnés n'ont pas de droit. Est-ce que le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a le droit d'y participer? Est-ce que Jean-Pierre Bemba a été condamné par la République? Oui, il a été condamné. La République. Voilà. Seul les condamnés par la République. Oui, par la République. Donc, d'abord, la République. Nous ne faisons plus partie de la CPI. Jean-Pierre Bemba a été condamné, il a épuré. Okay. Il a épuré. Donc les anciens rebelles qui ont tué, qui ont massacré... Tout ancien rebelle. Non, je connais ton idée. Tout ancien rebelle. Voilà. Y compris un ancien membre de l'UDPS qui a changé plusieurs fois de camp et qui est aujourd'hui sanctifié à l'Union sacrée, M. Lambert Mende, qui fait partie d'une rébellion qui avait abattu tout un avion. Tout ça... Parce qu'ils sont passés par l'onction de l'Union sacrée. Non. Dans l'Union sacrée, l'IDPS n'acceptera pas qu'on puisse blanchir les gens. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Lambert Mende exerce bien des responsabilités de militaires dans ce pays sous l'IDPS. C'est pourquoi l'IDPS a toujours eu des problèmes avec l'Union sacrée. Parce que l'IDPS, pour nous, on ne peut pas couvrir le mal. Et si nous mettons ces critères-là, nous le mettons pour punir. Et tout celui qui va tomber sous le coup de ces critères ne participera pas. Il faut le faire parce qu'il faut punir, il faut donner aux générations futures un pays responsable. Et non une société de fous qui pensent qu'on peut prendre les armes et se cacher derrière les armes et devenir un leader politique. Parce que la plupart des leaders politiques qui soient dans l'Union sacrée, qui soient dans l'opposition, ce sont des gens formatés par les armes. Monsieur, et vous pensez que nous pouvons continuer avec une telle société? Il faut la rupture. Moi, je ne parle pas du changement, je parle de la rupture. Il faut de la rupture dans le comportement mental, dans la mentalité collective de la classe politique et même dans les citoyens congolais. Que je peux être en déphasage avec vous, on peut être en divergence plutôt. Mais ça ne me donne pas le droit de chercher à vous éliminer. Ça ne me donne pas le droit de venir casser la maison ici parce que moi et vous, on ne s'entend pas. Il faut mettre fin à cela et par une rupture nécessaire et décidée par le souverain primaire. C'est pourquoi je parle d'un dialogue conçu pour le peuple et par le peuple lui-même. Okay. Donc quand le peuple vous dit on ne veut pas des gens qui ont pris les armes, et ouvrez les oreilles et entendez. Le peuple va le dire comment? Il va le dire, nous sommes organisés, nous déjà l'IDPS nous l'avons dit. Nous sommes dans une démocratie, le peuple... Attention quand nous parlons du peuple... Le peuple ne peut être consulté qu'à travers soit les urnes ou à travers ses élus. Très bien. Ce peuple dont vous parlez... Non, l'expression... Qui va choisir... Attention, l'expression est d'abord libre. Est-ce que le peuple, c'est seulement nos amis de la 10e rue, ou bien le peuple, il peut être aussi du PPRD ou d'ensemble? Le peuple congolais
est composé de toutes ces tendances que vous citez, que ce soit religieuses, politiques, culturelles, tout ça, c'est ça le peuple. Mais attention, ce qui va se dégager, c'est la majorité. On ne dit pas que tout le monde sera d'accord avec ce que M. Serge dit, mais au moins par le respect du principe de la démocratie, M. Serge doit fournir des efforts pour que sa parole puisse faire adhérer bon nombre de gens jusqu'à s'exprimer en majorité. Vous gagnez. Je le dis ici. Il faut que ceux qui disent non se mobilisent jusqu'à se former en majorité. Ils gagnent. Donc le peuple dont nous parlons, parce que la démocratie, l'une de la définition de la démocratie, c'est le pouvoir de la majorité tout en tenant compte de la minorité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'entretuer si moi, mon avis passe. Si votre avis passe, la preuve, en 2005, vous le savez, l'IDP s'est incliné. Lorsque la majorité a voté pour la Constitution. Parce que vous ne reconnaissez pas la Constitution. Non, on s'était incliné. Pour dire on s'était incliné, on n'a pas cassé, on n'a pas pris les armes, on est resté calme, on a compris ce qui est arrivé, mais on a promis. On s'est dit, lorsque nous serons au pouvoir, on va changer la Constitution. C'est notre projet. Revenons sur la victoire de la RDC pour la qualification à la Coupe du Monde. Vous disiez tout à l'heure que vous saluez la gestion du sport par le ministre Didier Boudimbou. Oui. Pourtant, quand on regarde comment est-ce que les footballs au niveau national se passent, est-ce qu'on peut être heureux de la gestion actuelle du football? Je vous donne un cas précis. Cette semaine, on a vu dans quel état était le terrain de football de Chikapa. Nous sommes au Kasaï. Très bien. Pendant les matchs du championnat d'élite, la Ligue 1, on n'a pas pu jouer parce que le terrain il était impraticable. On a utilisé des mousses pour aspirer de l'eau dans un terrain. Pendant ce temps, on a mis des millions pour afficher les Congos au Barça, au Monaco, etc., par le même ministre Didier Boudimbou. Je suis arrivé à Kinshasa, j'ai consulté les services du ministère des Sports, j'ai été reçu par les directeurs de cabinet, j'ai été resté par ces services, j'ai demandé qu'on me fasse lire le projet que vous parlez là. De partenariat avec des grands clubs du monde. Je parcouris les projets, il est extrêmement fabuleux. Ah bon? Et c'est ça la solution à ce que vous demandez. Ok. Le problème, c'est qu'avec les Congolais, vous pensez que c'est par un coup de baguette magique que les choses peuvent changer. Non. La réforme ou les réformes demandent à ce que le temps soit respecté et que le temps soit donné. Le projet parle de quoi? Le partenariat avec Barcelone, c'est pour que le service de Barcelone puisse bénéficier à notre pays en matière de sport, précisément le football. Vous aurez la formation de vos jeunes et vous aurez avec le temps l'installation des académies de formation de jeunes sur place. Un avantage. Okay. Ça sera dans 5 provinces, et il y a Kinshasa, Lubumbashi et les autres qu'on a cités. Deuxièmement, il y aura la formation des entraîneurs. Et ça, ce n'est pas Barcelone, c'est un autre contrat qui est lié à cette logique-là. Il y aura l'installation des infrastructures sportives en termes de football. Toujours avec Barça? Toujours, non pas avec Barça, il y a Barça, il y a Monaco, il y a Milan C. Donc, ce sont ces équipes-là qui vont venir installer les installations sportives. Ils le font chez eux, ils peuvent le faire chez vous et c'est ce qui a été mentionné. Non, mais ils ne le font pas en tant qu'équipe. Il y a des entrepreneurs qui construisent. C'est ça la logique, je voulais en arriver. C'est-à-dire, ils vous font entrer dans leur partenariat qu'ils ont. Okay. Comment est-ce qu'ils font des installations sportives chez eux? Vous bénéficiez. C'est la même logique. Vous bénéficiez de ces partenariats. C'est la même logique du carnet d'adresse de Paul Kagame qu'on avait associé pour malheureusement, vendre nos minerais. Oui, malheureusement, qui n'a pas été bien compris par Kagame parce que Kagame c'est un sanguinaire. C'était une bonne proposition. Ouais. C'était un bon pas. Je vous ai toujours parlé aujourd'hui de la paix qu'il y a entre l'Allemagne et la France. C'est parce qu'à un moment, les deux pays ont compris qu'ils ne peuvent favoriser la paix que les accords économiques. Et vous pensez que le Barça a compris cette logique? Le Barça a compris. Plus d'une année que non, c'est étape par étape. Non, mais attendez, ça fait c'est étape par étape. Non, aujourd'hui, il y a d'abord la visibilité. Non, mais attendez. Il y a d'abord la visibilité. Ok. Non, attendez. On a payé 44 millions. On a déjà dépassé la première année. À part afficher notre logo pendant leurs séances d'entraînement, qu'est-ce que concrètement le jeune sportif de Kananga
de Mbujimaï, de Mwenedjitou, de Lubumbashi, de Kolwezi peut dire avoir bénéficié de Barça, de Monaco, de l'AC Milan? Très bien. J'ai posé la question au ministre. Il m'a répondu clairement. Il était très ouvert. Il m'a dit, monsieur Serge, l'année prochaine, et à la fin plutôt de cette année, le contrat va prendre l'autre dimension. La deuxième dimension. La deuxième dimension. La première dimension, c'est la visibilité. Encore, non, non, non. L'enveloppe qui est déjà donnée là. Okay. C'est pour 3 ans. Okay. C'est pour 3 ans que tout cela doit être très fait au Congo. Alors il m'a dit, c'est étape par étape. La première étape, c'est la visibilité d'abord. On commence par la visibilité. La deuxième étape, vers le dernier trimestre de l'année. 2026, vous allez voir le départ des jeunes que nous allons sélectionner qui vont déjà commencer à bénéficier de la formation. L'année qui va suivre, vous allez voir maintenant l'installation des infrastructures sportives dans Kinshasa, Lubumbashi, et puis ça va progresser toute l'année jusqu'à ce que le contrat, parce que c'est un contrat renouvelable. Donc les 40 millions là, c'est pour les 3 ans là, pour toutes ces étapes ici. Okay. Donc vous allez comprendre que voilà. Ça veut dire qu'au bout de 3 ans, on va payer encore 44 millions, c'est ça? Il faut payer si vous trouvez que vous avez bénéficié. Il faut évaluer. Vous allez évaluer. Après évaluation, dire que bon, on a des infrastructures, les enfants continuent à être formés, ça va, et puis vous continuez. Qu'est-ce qui nous empêchait à nous de prendre ces 44 millions pour nous-mêmes déjà commencer, ne fût-ce que pour pas remettre en état le stade de Martyrs? Votre ministre ou le ministre Didier Boudimbu, l'État congolais à cette date n'a aucun stade homologué, ni par la FIFA, ni par la CAF. Très bien. Vous savez, le problème, c'est quoi avec C'est toujours le Barça qui doit venir non. Il faut nettoyer nos toilettes. Il faut répondre à la question posée. Ok. Soyez calme. Le problème aujourd'hui, au Congo, vous pensez que l'État congolais doit tout faire. Non, l'État fonctionne avec des partenariats. Attends, j'arrive à ta question. L'entretien du stade dépend aussi de la mentalité de la population. Je sais de quoi je parle. Je suis celui qui a fréquenté tout le stade à Kinshasa. Je connais comment les gens se comportent dans le stade. Pourquoi on a fermé le stade? Il faut d'abord savoir pourquoi on a fermé. Pourquoi on doit se comporter en barbare au stade? Vous cassez, vous détruisez les installations sanitaires. Tout ça, et lorsque la gestion aussi du stade n'est pas à la hauteur, parce que le stade n'est pas géré par le gouvernement. Oui, le stade est géré par les FECOFA. Oui, vous comprenez? Donc le gouvernement ne fait que... Pardon? Qui donne les moyens à la FECOFA? Le gouvernement donne le moyen à la FECOFA. Okay. Le gouvernement laisse la gestion des installations sportives, précisément dans la discipline du football, à la FECOFA. La FECOFA fait son organisation. Mais regardez la FECOFA elle-même, comment elle est gérée. Or, le gouvernement n'a pas de mots à dire sur la FECOFA. Parce que c'est une structure de la FIFA. Le fait qu'on n'ait pas de stade homologué au Congo, c'est la faute de la FECOFA. Oui, c'est la faute. Non, moi je ne dis pas la faute à la FECOFA. Je dis la faute aux citoyens congolais d'abord. Pourquoi vous cassez tout? Attendez. Non, pourquoi vous cassez? Parce que le problème, c'est ça. Non, mais monsieur Serge, le stade du monde. Attendez. La responsabilité nous revient tous. Il faut le croire. La responsabilité. Je suis au stade, je suis le match. Je m'attends aux 3 scores. Soit c'est un match nul, soit c'est une victoire, soit c'est une défaite. Ça ne me donne pas le droit d'aller casser. D'abord, même loin de là, quand j'entre dans l'installation sanitaire, comment je me comporte là-bas? Comment est-ce que je me comporte là-bas? Est-ce que ça finit par là? Non. Maintenant, les gestionnaires du stade, est-il une personne consciente pour savoir comment est-ce que les choses doivent se faire? C'est la FECOFA qui doit répondre à cette question. On a compris la logique. Mais nous sommes bien dans une république, vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Nous avons des règles, nous avons des lois. Et ce n'est pas pour rien que l'État congolais dispose d'une force publique, la police, l'armée. C'est pour remettre sur le droit chemin le citoyen incivique. Tous ces Congolais dont vous parlez qui ne savent pas respecter les biens publics, il y a bien la loi, il y a bien la force publique. Est-ce que vous êtes en train de nous dire ici que l'État congolais est en train de faire une fuite des responsabilités en disant « c'est pas moi qui ai cassé, ce sont les peuples, c'est les peuples inciviques ». C'est pas ça. J'ai bien dit la responsabilité, elle est à tout niveau, à tous les niveaux. C'est-à-dire les citoyens. Mais il y a bien une seule personne qui a le monopole de la force, d'imposer l'ordre. Oui, bien sûr. Bien sûr, l'État, lorsqu'il ouvre le stade, en collaboration avec la FECOFA, qui est la structure de la FIFA, c'est pour vous permettre de suivre le match. Mais là où je condamne l'État et la FIFA, c'est quoi? Le stade a toujours une capacité d'accueil bien déterminée.
Donc la vente de billets, c'est à ce niveau qu'on n'a pas encore évolué dans notre mentalité. Comment vous vendez de billets au-delà de la capacité d'accueil du stade? Vous vous attendez à quoi? C'est ça aussi le problème. Lorsque les gens ont mal utilisé les installations sanitaires, mais ce qui va suivre, c'est quoi? C'est le travail de réparation directement d'un service permanent. Mais est-ce qu'il y a un service permanent pour réparer tout ce qui a été cassé, tout ce qui a été abusé? C'est ça aussi les problèmes. Mais quand vous allez poser la question au gestionnaire du stade, il va vous dire « on ne m'a pas donné le moyen ». Mais lorsque vous allez poser la même question au gouvernement, on va vous dire « on a décaissé les moyens via la FECOFA ». Okay. Ah, voilà maintenant mais où est le problème. Sauf erreur de ma part, ce n'est pas la FECOFA qui fait les réparations au stade. Souvent, c'est toujours le gouvernement, à travers le ministre des Sports, qui s'occupe des infrastructures sportives. Et très souvent, quand on décaisse l'argent, c'est sous gestion du ministre des Sports. C'est une erreur de compréhension de gestion. Oui, mais ça je vais corriger. Ça a toujours été comme ça. Je vais corriger, c'est une erreur. La gestion du stade est entre les mains de la FECOFA, structure de la FIFA. Parce que le stade, même si vous l'avez construit, mais partout au monde, la gestion appartient à la FIFA. C'est l'État qui l'État donne le moyen. Il ne gère pas. Attention, donner les moyens n'est pas géré. Donner le moyen n'est pas géré. Attendez, doucement. Et si le gestionnaire est nommé par le gouvernement, c'est une erreur. Mais c'est ce qui est fait. Ah oui, c'est ce que j'ai dit, c'est une erreur. Ah mais alors, la faute n'est pas donnée à la FECOFA. Avançons quand même. On ne va pas faire une émission sportive. On a beaucoup parlé sport parce que justement l'actualité politique s'est mélangée à l'actualité sportive cette semaine avec ceux qui voient en la qualification de la RDC au mondial comme un signe du destin pour prolonger Félix Tshisekedi à la tête de la République. Félix Tshisekedi, justement, avant de finir sur la question de la qualification, le 1er avril a été décrété journée chômée et payée, décision prise dans la nuit. Le matin, quand on découvre la décision, les gens, certains étaient déjà partis au travail. Cette manière de faire, pour ceux qui nous regardent ce vendredi en direct, ce samedi, l'équipe va revenir à Kinshasa. Le même gouvernement appelle le peuple à se mobiliser pour aller accueillir l'équipe nationale. Et je suppose que dans les faits, ça va être encore une journée chômée. IDPS n'a pas envie de mettre les gens au travail. C'est quelle manière de faire ça? Non, ce sont des circonstances qui vous arrivent, vous, le problème. Ce sont des circonstances qui vous arrivent, des circonstances de joie, des émotions. On permet aux gens quand même d'avoir le temps de jubiler. Bon, moi, je dis, je ne trouve pas vraiment un grand problème, mais personnellement, s'il faut que j'analyse personnellement, je ne devrais pas encourager cela. Parce qu'on a besoin de réaliser des recettes. Tous les jours, le pays a beaucoup de problèmes. On pouvait laisser les gens aller au travail, mais est-ce qu'ils allaient travailler vraiment comme il fallait? Parce qu'ils étaient emportés par cette joie, par cette euphorie-là. Je me dis qu'il y a à boire et à manger. On pouvait décréter la journée chômée payée le jour du retour de l'équipe nationale. Peut-être oui. Pourquoi on s'est précipité? Oui, non, moi, j'ai dit, bon... Pour moi, je trouve que ça a été mal réfléchi. D'abord, la décision a été prise tard, beaucoup ne le savaient pas, et le gouvernement va payer parce que c'est chômé et payé, va payer. Bon, pour moi, c'est une perte, mais est-ce qu'il fallait le faire en ce moment-là? Bon, je me dis, pour moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Personnellement, je n'étais pas d'accord avec ça. Déjà, d'abord, dans la forme, le ministre décrète cette journée via un simple communiqué. Un simple communiqué, ce qui est une bourde. C'est une violation de la Constitution. Le ministre n'agit pas par communiqué. C'est une bourde. Voilà. Un communiqué signé le 1er avril qui décrète le 1er avril chômé payé. Ça veut dire quoi ça? IDPS, c'est quelle gestion ça? Non, c'est circonstanciel. Ah, c'est circonstanciel. Les circonstances sont demandées ainsi, mais moi, personnellement, j'ai condamné, je me dis ça n'a pas été bien fait. Dernier point sur la qualification. Pendant qu'on faisait la fête dans la partie ouest sur la qualification, dans la partie est, notamment à Ituri, il y a eu massacre de dizaines de Congolais par les EDF. Côté gouvernement, silence radio, aucun communiqué, rien du tout, tous ont fait la qualification. Non, vous savez, il ne faut pas mélanger les choses. Le gouvernement a toujours été solidaire avec son peuple. Les gouvernements engagent les moyens colossaux pour mettre fin définitivement à l'insécurité à l'Est. Ce n'est pas par une déclaration qui va prouver que le gouvernement est solidaire envers la population de l'Est. Ah bon? Mais le gouvernement est là, il engage le moyen, il s'y met pour définitivement mettre fin à ça.
Donc moi je pense qu'il n'y a pas de problème parce que le gouvernement travaille parfois aussi par des canaux silencieux. Pourquoi on a l'impression que quand les Rwandais qui appuient les M23 commettent des massacres, la réaction côté gouvernement, côté communication, elle est du tic au tac. Mais quand les autres groupes rebelles, les autres terroristes comme les EDF font des actions, le gouvernement est moins réactif. À chaque fois qu'il y a massacre à Ituri, il y a les porte-paroles de l'armée là qui fait des communications. Peut-être c'est vous qui ne les suivez pas. Okay. Il fait des communications tout le jour. Et je suis toujours ces déclarations. Donc lui, il est chargé des EDF et le gouvernement central avec le porte-parole du gouvernement. Communication de l'armée dans la zone. Il est plutôt chargé du M23. Mais il est le communicateur de l'armée dans la zone. Ah, ok. Voilà, il a la charge de communiquer. Et il le fait tout le jour. On a compris, on a compris. Changeons de sujet. Parlons maintenant du processus de paix. Le président Félix Tshisekedi, on l'a vu ce même 1er avril, il a été vraiment très actif. À la fois suivre le match et puis il avait des rendez-vous diplomatiques. Arrivé au Qatar, reçu par l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad, on le voit en photo ici, accueil chaleureux. Le séjour, plutôt la visite du chef de l'État portait 2 points clés, notamment encourager le Qatar par rapport aux attaques qu'il subit à cause de la guerre contre l'Iran, parce que l'Iran bombarde aussi le Qatar. Le président de la République a apporté donc son soutien pour dire son attachement au droit international. Le deuxième point, c'est évidemment le processus de paix et le réchauffement des relations bilatérales entre nos deux pays. On vient à peine de relancer le processus de Luanda. Là, on rentre encore à Doha. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? On était à Doha, on était plutôt à Luanda, on est allé à Doha, on est allé à Washington, on est rentré à Luanda. Maintenant, on revient encore à Doha. Il faut puiser la matière. La matière n'a pas été puisée, surtout à Doha. Il n'y a pas eu une signature définitive, contrairement à Washington. À Washington, il y a eu une signature définitive. Et à Doha, il faut comprendre qu'à Washington, c'était entre États et États. Et à Doha, c'est entre le gouvernement congolais et les groupes armés. Okay. Donc, il faut qu'on finisse la matière à ce niveau-là, qu'on ait aussi une signature définitive parce qu'ils ont relevé 8 points sur lesquels ils devraient discuter. Vous vous souvenez de l'accord sur le pourparler. Je pense qu'ils doivent finir ça. Bon, je ne trouve pas de problème. Ils ont parlé de leurs accords bilatéraux en cours, voir comment la faisabilité serait possible. Ils ont discuté sur ça. Donc, et si le président tient compte du droit international, c'est parce que, premièrement, nous sommes membres du Conseil des Nations Unies. Oui. On doit se prononcer sur les cas. Oui, mais justement, l'Iran n'est pas le seul coupable dans la violation du droit international. Exactement. Il y a d'abord, premièrement, notre partenaire, les États-Unis, qui ont violé l'intégrité territoriale de l'Iran. Pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi, le gouvernement de Congo-Kinshasa, ne condamne pas les Américains? Il n'a pas condamné non plus l'Iran. Mais il a dit qu'il tient au respect du droit international. Il est au milieu, c'est ça. Il est au milieu, il parle... Comment il peut être au milieu? Mais il est au milieu parce qu'il est membre du Conseil des Nations Unies. Ouais. Dans cette casquette, il doit seulement soutenir, il doit soutenir le respect des droits internationaux, sans pour autant chercher à condamner. Parce qu'il faut le savoir, s'il faut condamner aujourd'hui, je vous dis la vérité en face, avec tous ceux qui nous suivent, en politique, ce qui compte, c'est les intérêts. Okay. Quels sont les intérêts que nous avons vis-à-vis de l'Iran? Rien. Ah mais oui, en politique, ce sont des intérêts. Vous qui me suivez, je vous dis la vérité en vous regardant en face. Ce n'est pas dans notre intérêt que la communauté internationale veille à ce que le droit international soit respecté partout, parce que si ce droit est respecté, le Rwanda n'aura plus le droit d'entrer chez nous. Mais c'est ce qu'il a fait. Oui, mais c'est ce qu'il a fait. S'il ne condamne pas, il interpelle tout le monde. Partenaire. Non. Il interpelle tout le monde. Lorsqu'il interpelle le monde à observer le droit international, il condamne tout le monde indirectement, sans le dire. Et c'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. Est-ce que Donald Trump, par rapport à ce qu'il fait au Moyen-Orient, est-il toujours un partenaire fiable dans la sortie des crises? Il reste un partenaire fiable. Il reste un partenaire fiable parce que pour nous, il faut sécuriser notre pays et le mettre sur les rails du développement par les accords économiques avec les États-Unis.
Le fait qu'il change à tout coup de vent, il ne changera pas face à nous. Il est dans le calcul d'intérêt. Il a des intérêts au Congo au travers de cet accord. Je vous le dis vrai. Aujourd'hui, l'Amérique ne pourra jamais laisser le Congo continuer entre les mains de la Chine. C'est une guerre d'intérêts. Et il est bien positionné au Congo, raison pour laquelle il n'a pas voulu que l'Union européenne l'accompagne. Il les a bloqués. Il sait qu'il doit avoir la grande part. Et nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord avec celui qui entre par la porte et qui vient nous aider à nous développer, à nous sécuriser. Nous sommes d'accord avec. Vous êtes d'accord à donner nos minéraux? Nous donnons nos minéraux en échange de totale. Nous donnons nos minéraux en échange de la paix. Il faut bien préciser, de la paix et du développement. Quand on aura retrouvé la paix, on va manger quoi? On continuera le partenariat parce qu'il faut industrialiser le pays qui a la taille d'un continent. Notre projet de rendre le pays, l'Allemagne de l'Afrique, va se réaliser au travers de ces accords économiques bilatéraux entre les États-Unis parce que les capitaux américains vont apporter des industries américaines comme ils l'ont fait en Chine. Ils l'ont fait en Arabie Saoudite, ils l'ont fait au Qatar, ils l'ont fait au Koweït. Nous ne sommes pas le seul pays qui se développe au travers de ces accords-là. Est-ce que, quand je parlais tout à l'heure de ce qui se passe au Moyen-Orient, quand je disais qu'il faut qu'on continue à faire confiance à Donald Trump a promis la même chose aux pays du Moyen-Orient, le pays du Golfe, les Qatar, les Émirats Arabes Unis, etc., le Koweït, etc. Aujourd'hui, tous ces pays sont bombardés par l'Iran. Et vous savez pourquoi? Sans que les Américains n'arrivent à les protéger. Alors que ces pays payent des milliards aux États-Unis chaque année pour justement avoir la garantie de sécurité des États-Unis. Très bien. Quelle garantie nous on aura que dans 2 ans, dans 3 ans, quand l'Angola décidera de nous bombarder aussi, les États-Unis nous protégeront? C'est pour vous dire, la réponse elle est simple. Aujourd'hui, ils subissent ce qu'ils subissent parce que l'Iran a compris que tout ce pays ne condamne pas les États-Unis. Pourquoi? Parce que les intérêts américains sont là et ils en sont bénéficiaires. Mais au nom des accords qu'ils ont, les États-Unis auront le devoir de réparer parce qu'il a des intérêts dans ces pays. Les États-Unis vont les réparer? Oui. Il a réparé la Koweït après l'évasion de l'Irak. Okay. Parce qu'il avait les intérêts là-dedans. Très bien. Le président... Et si l'Angola ose, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, de nous bombarder, il sera en retard parce qu'avec ces accords, nous serons une armée forte au niveau de l'Afrique centrale. Le président de la République, très rapidement, a déclaré cette semaine devant les chefs coutumiers du Bandundu en disant qu'on doit lui faire confiance. Les Américains vont venir ici, ils vont nous apporter la paix, ils vont nous donner à manger, ils vont construire ce pays. Est-ce que, au regard de la constitution et des lois de ce pays, c'est aux Américains de venir le faire? Non, c'est un langage politique qu'il faut décortiquer. Cela veut dire quoi? Au travers des partenariats que nous avons avec les États-Unis, au vu de l'arrivée des capitaux américains qui vont créer des usines, des entreprises, c'est pour donner du travail à l'homme congolais. C'est par là que l'homme congolais vivra. Ce n'est pas l'Américain qui te donne à manger, mais l'Américain vient en partenaire. Et vous devez aussi vous présenter comme partenaire. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience de la jeunesse de se préparer comme une main-d'œuvre correspondante à un partenaire fiable vis-à-vis de l'arrivée des capitaux. Le peuple congolais doit s'apprêter à être juste la main-d'œuvre des Américains. Je dis main-d'œuvre correspondante et partenaire fiable. Il est passé où les discours de l'UDPS sur l'impérialisme? Ce discours qu'on a entendu... Ça, ce n'est pas l'impérialisme. Attendez, ce discours qu'on a entendu pendant la campagne de 2023 sur les candidats de l'étranger. Est-ce que ce qui est en train de se voir ici, ce n'est pas la preuve que l'UDPS, Félix Tshisekedi, est l'homme des étrangers? Impossible. La différence, c'est quoi? L'impérialisme, se mettre quelqu'un au sommet de l'État pour exploiter vos minéraux, vos richesses, exploiter votre... Mais c'est exactement ce non, qu'on c'est fait pas avec ça. Trump. Non. On dit que Trump va assurer notre sécurité, va construire, va nous donner à manger, nous donner du travail. Laisse-moi répondre. J'ai déjà donné une partie de la réponse, mais vous refusez de croire. J'ai dit ceci. Ici, c'est une signature d'un partenariat gagnant-gagnant, monsieur. Ici, les capitaux arrivent pour vous donner du travail. Développer votre industrie que vous n'avez pas. Créer même l'existence de l'industrie parce qu'il n'y en a pas. Vous êtes un pays à la taille d'un continent.
Vous êtes entouré de 9 pays limitrophes, tout peut vous arriver. Il faut avoir une armée à la taille, capable de sécuriser votre pays. Comment? C'est par le partenariat militaire. Vous devez avoir une économie compétitive, monsieur. Une économie diversifiée, monsieur. En d'autres termes, voilà. le Congo n'a pas les moyens. Le Congo a des moyens qu'il faut transformer. Ouais. Mais c'est ça le problème. Nous avons le moyen qu'il faut transformer pour le développement et nous venons de signer un partenariat gagnant-gagnant. Ça, ce n'est pas l'impérialisme parce qu'ils entrent par la grande porte. C'est une signature qui entre par la grande porte. Très bien. Voilà, c'est ça la différence. Et nous prendre un individu, on met au sommet de l'État, on lui impose, comme on a voulu le faire en Genève, avec la réunion de Genève, on voulait placer un individu au sommet de l'État pour faire bénéficier les impérialistes de nos minéraux et puis c'est fini. C'est différent avec ce que nous avons fait. Restons sur Washington qui accentue la pression sur Kigali de Paul Kagame avec les sanctions contre l'armée rwandaise et certains hauts gradés de cette armée et de ce pouvoir de Kigali. Réaction de Paul Kagame cette semaine dans Jeune Afrique. Il s'en fout totalement. On peut lui imposer autant de sanctions qu'on voudra. Il dit qu'il ne va pas enlever, il ne va pas lever plutôt ces mesures défensives en République démocratique du Congo. Finalement, est-ce la bonne stratégie de compter sur les sanctions américaines pour fléchir Paul Kagame? L'homme est au bout. Les discours de Kagame aujourd'hui, ce ne sont pas des discours c'est un homme au bout. C'est un homme qui sait que la seule voie pour partir, c'est la mort. Il le sait parce que c'est un témoin gênant. Kagame, il le sait. Kagame est le seul maître de l'insécurité dans la sous-région. Il sait qu'il a été exploité par ces mêmes puissances-là. Il le sait. Ouais. Voilà, il le sait. Il fait la tétitesse parce qu'il sait qu'il n'a pas de voie de sortie. Ce qui lui reste, c'est la mort. Nous, notre problème, c'est qu'on l'a vaincu par le fait de l'avoir déplacé jusqu'à Washington, signer l'accord. L'accord que vous signez avec un pays, l'accord de paix, c'est une expression pour dire c'est moi qui fais la guerre. Et c'est moi qui signe pour arrêter la guerre. Il n'a pas de diversion à faire. Donc il est cuit parce qu'il a fui ça en Angola. Comment il s'est retrouvé aux États-Unis pour signer la même signature que tu as fui en Angola? C'est parce qu'on l'a mené au haut niveau où il ne pouvait pas fuir. Et aujourd'hui, sa signature l'accable totalement. C'est pourquoi il veut se dédouaner maintenant. Vous avez vu, il a cité l'ancien président. Ouais, il a cité pour dire quoi? Donc je ne suis pas responsable direct, voici le responsable est là. De vous donner aujourd'hui raison à Tshisekedi. Quand il vous a dit que les M23 c'est Kabila. Le maître de Kabila vous dit la vérité aujourd'hui, que ce n'est pas moi. C'est une affaire entre Congolais et l'ancien président est là. Il l'a pointé. Aujourd'hui, dans l'opinion, qui peut dire que Tshisekedi a menti? Personne. Oui, mais à l'UDPS, on ne comprend pas la logique. Quand Paul Kagame fait certaines déclarations, on dit qu'il parlote. Le président d'ailleurs lui-même, il a dit cette semaine que Paul Kagame a commis Biloba Loba Lokola Moto Aliboma. Très bien. Mais le même Paul Kagame, quand il accable l'ancien chef de l'État Kagame, plutôt Kabila, là, ça devient une parole d'évangile, on le croit. Il n'y a pas de parole d'évangile parce que ce n'est pas une nouvelle pour nous. Ah, maintenant pourquoi est-ce que vous... Non, nous disons seulement ça va parce qu'il a dit la vérité que nous avons toujours dit. Okay. Dans sa folie, il a craché la vérité. Okay. Nous ne disons pas que Kagame est une source fiable d'informations. Ah. Mais Kagame n'a fait que dire ce que nous avons dit déjà. Okay. Et dans sa folie, il a craché la vérité, c'est ça. Pour dire à l'opinion publique que nous, on n'a jamais menti. Quand nous vous disons que tel est Rwandais, tel est ceci, cela, il faut croire. Non, mais là, vous allez loin. Kagame n'a pas dit que Kabila est Rwandais. Non, j'ai donné l'exemple. Ok, quand vous donnez des nationalités, on doit vous croire. Ah, mais oui, vous finirez par croire. Kabila, vous voyez Kagame, il finira par vous dire que Kabila, c'est mon frère, il est Rwandais. Okay, et c'est pour bientôt d'ailleurs. On va voir ça. Très bien. Alors, par rapport, ma question tout à l'heure, vous n'y avez pas répondu. Laquelle? Jusqu'ici, la stratégie des Américains, c'est de sanctionner économiquement le Rwanda pour le pousser à libérer la RDC. Et ça ne semble pas marcher parce que Kagame continue à s'entêter. Ma question c'était, est-ce une bonne stratégie? Est-ce qu'il faut continuer à augmenter les sanctions? Jusqu'à quel point? Oui, il faut continuer à croire en la signature de Washington. Parce que c'est une signature qui engage la grande puissance. Et la personne de Trump. Ça, on a compris. Maintenant, la grande puissance agit avec des sanctions et ces sanctions... Oui, elle agit avec des sanctions et sur le terrain, sur le terrain, nous travaillons, nous sommes en train de frapper et nous continuons à frapper. Et s'ils s'entêtent, ça je vous l'ai dit, regardez-moi dans les yeux, si Kagame s'entête, la guerre touchera Kigali.
Et ça sera très grave. Et ça sera son départ. Je vous l'ai dit, regardez-moi dans les yeux. Si Kagame s'entête, d'ailleurs, il faut prier qu'il s'entête. Parce que s'il continue à s'entêter, la guerre touchera Kigali, ça sera son départ. Les FARDC vont attaquer Kigali, je vous ou l'ai bien dit. c'est les Américains? Le FARDC. Vous ne verrez aucun militaire américain sur le sol. Les FARDC Le sont prêts à s'entendre à Kigali. Les FARDC. On a pris bonne note. Très bien. On va prendre le dernier point de ce jour. C'est évidemment la clôture, la gestion des provinces. Avec notamment en premier point la clôture de la 13e conférence de gouverneurs. On a vu tous les gouverneurs et ceux qui font l'intérim, notamment celui du Haut-Katanga, passer, défiler, faire leur bilan. Comment vous avez trouvé de manière générale les bilans exposés par les différents gouverneurs sous la gestion de leur province? Dans mes habitudes, je ne suis pas celui qui se fie au discours. Je suis celui qui palpe la réalité, c'est pourquoi je parcours la RDC. Okay. Je parcours le pays pour aller voir ce qui vivent les populations. Et c'est la population qui est mieux placée pour dire oui ou non, vrai ou faux. Alors, ils ont menti ou ils ont dit la vérité? Je ne sais pas s'ils ont menti, mais la plupart des coins que je suis passé, j'ai trouvé que c'est mitigé. C'est mitigé, les discours peuvent exagérer, mais dans la population, il y a des réalisations, oui, il y a des choses, mais il y a beaucoup de choses à faire. Quand il y a un gouverneur qui passe devant le chef de l'État et ses collègues et affirme que dans son bilan, il a construit une église kimbanguiste, qu'il a acheté des chaises pour sa province parce qu'apparemment il manquait des salles de fête dans sa province, est-ce un manque de respect pour le chef de l'État? Un manque du respect au peuple souverain, un manque du respect au chef de l'État, une bourde. Si ça ne dépendait que de moi, j'allais le chasser et demander son départ. Même s'il fallait violer la Constitution, j'allais la violer pour qu'il parte. Pourtant, il est toujours là. Oui, c'est ce que j'ai dit, si ça ne dépendait que de moi. Je n'ai pas le cœur de Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un stratège. Il sait ce qu'il fait. Il nous surprend toujours. Mais c'était une bourde. Et ceci montre que la classe politique congolaise, c'est une classe politique inconsciente. C'est une classe politique sans référence. Parce que quand vous regardez cette classe politique, où se trouve le lumumbisme? Elle n'a pas de référence. Quand vous regardez cette classe politique, où se trouve le moboutisme? Parce que le Mobutu nous a laissé l'unité nationale. Mais regardez les discours de la plupart de ceux qui sont dans l'opposition. Ils sont dans le séparatisme. Ils sont en train de s'attaquer à la tribu du chef de l'État. Chose grave. Donc ils n'ont pas eu la leçon du moboutisme. Quand vous regardez cette classe politique, où est le tshisekédisme? L'état de droit, la démocratie basée sur l'état de droit. Oui, est-ce qu'il y a des efforts? À qui la faute? À qui la faute? Vous allez dire le chef de l'État, mais c'est une erreur grave. Oui, mais à qui la faute? La Constitution ne lui permet pas de s'imposer et de dire tout ce qu'il veut. La Constitution permet à ce... Attendez, je pose la question. Je connais cette question. La Constitution permet à ce qu'il y ait une synergie. Une compréhension et une direction. La direction est là. On vous dit bonne gestion. Mais vous ne venez pas de moi. Vous venez de vos combines politiques. Vous m'imposez ce que vous voulez. Dans quel sens? Lorsqu'il y a formation du gouvernement, le gouvernement est l'émanation de qui? C'est l'émanation de la majorité parlementaire. Ouais. Et nous connaissons bien l'habitude et le comportement de l'homme politique. Tout ce qu'il vise, c'est son intérêt. Les quotas, au nom des quotas, nous avons tel ministère, nous avons tel acteur. Mais c'est ça. Vous pensez que... Attendez, je vais expliquer très bien cette chose. Allez-y. Avec cette logique, c'est difficile d'implanter une vision. Parce que pour implanter une vision et que la vision soit active et opérationnelle, il faut que tu sois accompagné des acteurs du changement. Cette classe politique n'est pas une classe politique composée des acteurs du changement. S'il y en a, c'est peut-être 2, 3, 4 personnes. C'est un problème sérieux. Mais malheureusement aussi, la population oublie une chose. Tous ces acteurs politiques proviennent de la population. Donc si nous avons la même mentalité que ceux qui nous dirigent, c'est-à-dire le pays va sombrer toujours. Je peux maintenant poser ma question? Posez la question. Vous nous dites donc ici que le chef de l'État n'y est pour rien. Tout ceci, c'est à cause de la Constitution qui donne plus de pouvoir aux députés qui mettent en place le gouvernement, etc. etc. Est-ce que ceci veut dire que, parce que quel est le tableau actuel? La famille politique du chef de l'État gère toutes les provinces, à la majorité dans toutes les provinces. Au niveau national, 80% des élus nationaux au Sénat et au Parlement sont les membres de la famille politique présidentielle. Est-ce que, si on doit vous comprendre, le chef de l'État, qui est l'autorité morale de sa famille politique, n'a pas de contrôle sur sa famille politique? Le contrôle ne suffit pas. Ah.
les contrôles doivent être soutenus par des sanctions directes. Ok. Vous comprenez? Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui empêche? Parce qu'il y a un mécanisme. Le gouverneur est l'émanation des provinciaux. Non, là, je ne parle plus de gouverneur, je parle de sa famille politique. Là, on n'est plus dans la Constitution, on est dans sa famille politique. Mais cette famille politique... Vous avez dit, lui, il peut avoir une vision, mais pour la mettre en place, il a besoin de tous ces gens-là. Oui. Or, tous ces gens font partie de sa propre famille politique qui n'est pas gérée par la Constitution, qui est gérée par lui, l'autorité morale. Exactement. La gestion est conçue par la Constitution. La gestion de l'union sacrée est bloquée par la Constitution. La gestion du pays, pas de l'union sacrée. Mais moi, je ne veux pas de l'union sacrée. Mais de l'union sacrée, le problème, c'est quoi? La l'union sacrée, je donne le moral, je donne le go. Mais la faisabilité dans les institutions, les acteurs, c'est là le problème, les gouverneurs de province. Ce qu'ils font, ils le font parce qu'ils sont redevables vis-à-vis des provinciaux. Qui sont tous majorité, mais c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit... Il n'y a aucune province entre les mains de l'opposition. Je le dis clairement, c'est pourquoi j'ai dit la classe politique, dans son ensemble, pose problème de mentalité. Prenons l'exemple, parce qu'on parle de la gestion des provinces. Dans le Haut-Katanga, le vice-gouverneur qui fait l'intérim, qui est de l'UDPS, pendant qu'il était au niveau de la conférence des gouverneurs, il a nommé un nouveau gouvernement, alors qu'un intérimaire... Légalement, il n'a pas le droit de le faire. l'UDPS nous apprend quoi? Que l'homme de droit vienne répondre à cette question. Je ne suis pas l'homme de droit, je me réserve, ce n'est pas ma matière. Mais tout ce que je peux dire, c'est aujourd'hui, s'il y a une faute, mais il faut qu'il y ait interpellation et sanction. Ils sont gérés par le ministère de l'Intérieur. Qui est de l'UDPS aussi. Qui est de l'UDPS, très bien. Ouais. Parce que quand il est aux fonctions, il n'est pas de l'UDPS. Il est pour la République. Il vient de l'école de l'UDPS. Il vient de l'école de l'UDPS. Je sens la responsabilité. Ouais. C'est pourquoi j'interpelle. Ouais. Je dis, s'il y a une faute à ce niveau... Non, il y a faute. C'est pas si. La loi si moi je dis si, je l'ai dit ici, je ne suis pas de la matière. Je me réserve. Très bien. Je me réserve. Un mot rapide sur le Lalaba, dont la rentrée parlementaire a vécu aussi au cours de cette semaine, avec l'interpellation du président de l'Assemblée provinciale sur certains élus qui critiquent la gestion de la province, une sévère mise en garde contre les médias. Qu'est-ce que vous avez à réagir, vous, le Parti démocratique? Je voulais d'abord finir la question précédente pour dire, dans beaucoup de provinces où j'ai parcouru, les œuvres du gouvernement central sont visibles. Okay. Mais les œuvres des gouvernements provinciaux, dans quelques provinces que j'ai parcourues, souffrent encore de finition des travaux. Okay. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un pas. Très rapidement, dans l'ensemble, il y a un pas. Et s'il faut répondre par rapport à la rentrée parlementaire, je parlais, je me suis dit, je n'ai pas vu grande chose, mais tout ce que je peux fustiger, c'est que on ne peut pas prendre quelque chose qui s'est déclaré ailleurs pour venir parler de ça à l'Assemblée. J'ai dit c'est une faute. C'est une faute. Et on ne doit pas priver le droit au peuple Lualabé de critiquer la gestion de l'UDPS ou la gestion du président ou la gestion du gouverneur. Nous sommes de l'UDPS, nous sommes bâtis pour la démocratie. J'interpelle et je demande à tout Lualabé de prendre le droit et le pouvoir de critiquer, mais de manière objective, pourvu que dans le respect de la loi. Merci beaucoup, M. Serge Ngala Mouloumé. Merci d'avoir permis que votre rentrée médiatique se passe par ici. Merci. Merci. Je vous remercie. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Politico de ce soir est terminé. Nous sommes en rediffusion tout ce week-end. Nous sommes disponibles à voir et revoir quand et où vous voulez sur l'application du groupe Canal+. Moi, je vous retrouve Dieu voulant la semaine prochaine. D'ici là, merci de nous rester fidèles. Au revoir.